Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans la formation, toujours dans la partie shading, toujours sur des matériaux procéduraux. Et là, on va augmenter un petit peu le curseur de la difficulté quand on parlait la dernière fois, où on avait fait un shader de métal classique, qui est présent, hop là, juste ici. Donc là, on va faire du bois. Alors ça peut paraître aussi simple que du métal, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué. Donc pour vous donner une idée, on va voir tous ces nodes présents pour créer le shader. Alors il y en a qui sont pas obligatoires, il y en a c'est des petits détails, des petites surcouches, mais je vais vous montrer du coup comment mélanger plusieurs shaders procéduraux, comment étirer certaines textures pour avoir cet effet-là qu'on peut retrouver sur du bois, un petit peu qui va suivre la longueur de votre objet. Donc tout ça, on va le voir aujourd'hui ensemble. Alors je vais dupliquer, hop là, cette planche en bois, tac, je vais le mettre juste ici, et je vais créer un nouveau shader en cliquant par exemple sur la petite croix en haut, je vais faire un new et je vais l'appeler tuto-wood par exemple. Entrée. Et on est parti, on va faire le shader ensemble. Je garde l'autre à côté en tant que référentiel. C'est l'objectif. Le but c'est d'arriver à peu près à ce qu'on avait à gauche. Vous allez voir que ce ne sera pas peut-être exactement la même chose, mais l'objectif c'est d'avoir quelque chose qui y ressemble. Ok. Donc j'ai ceci, on va commencer petit à petit comme la dernière fois. Alors je vais mettre le feedback voilà, comme ceci pour que vous puissiez voir un petit peu quoi ça ressemble. Alors c'est un petit peu plus complexe vu qu'on travaille sur quelque chose de longiligne pour vous afficher ça correctement. On va pas travailler sur une sphère, on aurait des contraintes supplémentaires pour avoir les stries du bois. Donc là, on va le faire directement sur une modélisation de planche. Alors c'est juste un cube que j'ai étiré, sur lequel j'ai appliqué les transformations, et c'est tout. Première chose qu'on va faire, c'est rajouter un noise texture. Une fois n'est pas coutume, le noise, comme je vous l'ai dit, ça permet de créer la plupart des shaders procéduraux. Je vais faire CTRL SHIFT clic gauche. Voilà ce que j'ai. Alors par défaut, c'est assez cool parce que j'ai quelque chose qui va être étiré sur mon bois parce que j'ai étiré la modélisation. Mais ça, c'est pas top. Moi, je vais bien spécifier à Blender en rajoutant un node mapping et un node coordinate. Alors c'est surtout le coordinate qui va m'intéresser dans un premier temps. Je vais lui dire, tu ne fais pas quelque chose basé sur les UV, basé sur une génération un petit peu approximative, tu te fais par rapport aux transformations de l'objet. Et là on va être déçu, parce que du coup l'effet étiré que j'avais tout à l'heure et qui marchait bien, ben, je l'ai perdu. Alors pourquoi me direz-vous? Va-t-on forcer? Ceci en mode objet. Et parce que le mode object, ça permet à Blender de dire que les textures vont être projetées en fonction de la taille appliquée de mon objet. Et ça va dans le sens de la réutilisation des shaders procéduraux, c'est-à-dire que j'ai un objet tout petit ou très grand, le fait d'appliquer le mode object sur mon shader procédural, en théorie, c'est censé faire que, peu importe la taille de l'objet, mon shader procédural va plus ou moins fonctionner. Alors j'aurai toujours des modifications à faire, mais qui seront beaucoup plus faibles que si je passe sur un mode généré par exemple. Alors le mode UV, c'est le plus clean, il est basé sur des UV, donc ça on l'a pas encore vu, mais il a pour inconvénient du coup de retomber un petit peu sur les contraintes qu'on pourrait avoir sur des textures classiques basées sur des coutures UV. Donc là on va rester un objet. Comment je fais maintenant pour étirer cette texture-là? Je vais rajouter le fameux node mapping, juste ici, et j'ai des scales qui sont présents là. Et les scales, ça va me permettre, regardez, de faire par exemple quelque chose qui va venir écraser dans la largeur, par exemple. Là, ça marche bien sur la face, mais ça marche pas sur le côté. Donc je vais devoir écraser également cette valeur-là. Dans l'idéal, il me faudrait exactement les mêmes valeurs sur les deux, hein. Alors pourquoi par défaut ça marche pas bien? Regardez, si je passe en générer, on a quelque chose qui est encore différent. Donc c'est pour ça que moi je vais repasser en un object comme ça, je suis sûr d'avoir quelque chose qui matche bien, notamment sur les transitions. Et le Y, j'ai pas envie d'y toucher parce que le bout de ma planche, justement, envie d'avoir quelque chose comme ça, et pas d'autres propagations un petit peu bizarres. Comment je fais si je veux avoir exactement les mêmes valeurs à ces deux endroits-là? Bah, vous allez me dire, tu peux très bien faire 15, le mettre ici, faire 15. Mais à chaque fois que je veux leur changer, ça va être un petit peu chiant. Donc je vais pouvoir dire à Blender que je lui renseigne une value, donc une valeur fixe, qui va être propagée à la fois sur mon X et à la fois sur mon Y. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que là, j'ai qu'une seule entrée. J'ai pas une entrée spécifique pour le X, j'ai pas une entrée spécifique pour le Z. Donc je vais rajouter un node qui s'appelle combine XYZ, que je vais relier sur mon scale, et qui va me permettre de définir le XYZ et qui va reconvertir cette valeur en vecteur 3 dimensions. Ça tombe bien, c'est ce qui est attendu par mon scale. Donc mon Y, je vais le mettre à 1, parce que ça, je ne veux pas y toucher. Et mon X et Z, je vais rajouter un node de type value, et je vais relier à la fois sur mon X, à la fois sur mon Z. Et là, si je mets 15, je vais avoir exactement la même valeur propagée sur mes deux côtés. Donc ça, c'est vraiment chouette.
la nouvelle notion qu'on n'avait pas vue sur le procédural, exposition de valeur, enfin du moins split d'un vecteur, reconstitution de celui-ci et notre value. Donc ça va être ultra utile quand on va passer sur la partie Geometry Nodes. On va faire que l'utiliser. Donc c'est ultra important à comprendre. Donc là voilà, j'ai bien mon noise texture qui est propagé selon un object sur lequel je vais étirer le mapping. Et vous voyez que déjà, on a beaucoup de nodes juste pour faire ça. Et le procédural, vous allez voir que c'est beaucoup de détails, beaucoup de choses qu'on va venir ajuster petit à petit. Donc ensuite, mon noise texture, malgré tout, lui, il est indépendant. Je peux changer un petit peu la valeur. Je pourrais soit augmenter la taille si je veux vraiment du bois avec des nœuds très très fins, soit réduire un petit peu. Donc moi, je vais par exemple aller sur du 3,6 par exemple, voilà quelque chose qui ressemble à ceci. Pareil, tout ce qui est détail, je vais pouvoir un petit peu l'augmenter si je veux plus de détails sur mon bois. Regardez, ça augmente un petit peu des choses. Et là, ça dépend aussi également le type de shader que vous voulez obtenir. Si vous voulez un effet un petit peu cartoon, vous pouvez mettre très peu de détails. Moi, je vais en mettre le maximum parce que je veux quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Donc on va mettre par exemple du 12 pour avoir un entre-deux. Pareil sur la roughness, si je le baisse, on a quelque chose d'un petit peu plus cartoon avec des valeurs très simples. Si je l'augmente, je peux avoir quelque chose de très détaillé, mais qui de loin va pas forcément bien fonctionner. Donc je vais mettre du 0,75. Alors les valeurs, elles sont pas au pif, c'est que moi j'ai fait des tests avant. À droite, j'ai un screenshot avec les settings que j'avais ici, mais c'est un petit peu de l'ajustement du peaufinage en fonction de ce que vous voulez. Et vous remarquez qu'entre 0,7 et 0,8 par exemple, ça change pas drastiquement la valeur. Donc voilà, on se met à 0,75 et vous êtes censé avoir un résultat plus ou moins proche. Donc voilà ce que j'ai. J'ai ceci. Alors ça c'est bien beau, mais si je le mets sur la base color, ça me fait quelque chose. Effectivement, ça pourrait faire une sorte de bois blanc qui est intéressant, mais moi je veux quelque chose qui se rapproche plus de la couleur du bois par défaut. Alors comment je fais? Vous l'aurez certainement compris, Color Amp. Le Color Amp, alors pas du tout de mix color, le Color Amp qui permet de mélanger, enfin de réattribuer, pardon, des couleurs de dégradés noir et blanc et de recoloriser ceci à partir de poignées qui vont avoir des informations de position pour réattribuer les couleurs et de couleurs justement de valeur. Donc moi je vais dire en Blender que là par exemple ce qui était noir par défaut, je le veux par exemple sur une couleur qui se rapproche du bois, un peu du beige comme ceci, voilà. Et ici je vais mettre exactement la même, je vais faire CTRL-C en survolant la couleur, CTRL-V juste là, et je vais par exemple avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé. Et regardez déjà ce que j'obtiens, j'ai bien des jolies variations sur mon bois. Alors je pourrais même avoir des couleurs intermédiaires par exemple ici si je le souhaite, je pourrais avoir quelque chose, vous voyez, clair ou foncé si je veux faire des petites variations de bois sur celui-ci, et on va avoir quelque chose qui ressemble à ça, qui est pas mal, qui est même mieux que les couleurs qu'on avait à droite, donc on va rester sur ça. Ça me paraît assez intéressant, vous allez voir qu'après de toute façon on va rajouter une surcouche de mélange de couleurs pour faire un petit peu ce que vous voulez. Donc là c'est assez intéressant, mais moi j'aimerais bien des valeurs supplémentaires de mélange de couleurs. Là j'ai quelque chose de quand même très brut, c'est uniquement ce pattern là qui va définir ma couleur. Moi j'aimerais bien avoir ça, et en plus un noise supplémentaire qui va venir remélanger d'autres couleurs. Souvent, c'est ce qu'on fait sur le procédural. C'est des sortes de layers, des sortes de surcouches qui, à chaque fois, viennent rajouter soit du détail, soit du chaos dans ma texture. Alors, comment je fais? Je rajoute un autre noise texture. Et là, vous voyez déjà, plus ça y va, plus le shader va être de plus en plus complexe. Alors, je vais essayer d'organiser un petit peu. Je vous réexpliquerai un petit peu à la fin comment ça fonctionne. Mais on va y aller petit à petit. Donc, toujours mon object sur mon vector. Je vais faire un CTRL-SHIFT, clic gauche, juste ici. Et voilà ce que j'obtiens. Donc là, ça va être la texture que je vais mélanger à celle du bas. Alors je pourrais garder les settings un petit peu de base, je pourrais rajouter un petit peu de distorsion si je veux des petites variations, moi je vais justement en rajouter pour obtenir en effet un petit peu, vous voyez, comme les nœuds qu'on pourrait avoir des fois sur le bois. Donc je vais par exemple mettre voilà, une valeur qui ressemble à ceci. Alors pas trop abusé, sinon ça va être vraiment flag, mais voilà, quelque chose qui ressemble à ça, ça me paraît assez intéressant. Et là, je ne vais pas relier directement ça à mon color amp, sinon je vais totalement ignorer mon noise texture d'avant, et c'est ceci qui va prendre le dessus. Moi j'aimerais bien mélanger ces deux. Alors comment je fais? Je vais décaler tout ça, et je vais rajouter un node qui s'appelle Mix Color. Et le Mix Color va me permettre de mélanger, comme le nom l'indique, deux couleurs. Et les deux couleurs, c'est bien ce que j'obtiens ici. Alors, il y en a de plusieurs sortes, il y a plusieurs algorithmes. Par défaut, c'est du mix, c'est-à-dire que c'est du mélange brut. Je pourrais par exemple faire du overlay si je veux vraiment le faire en mode surcouche additionnel. Vous voyez là, ce serait beaucoup plus visuel. Je pourrais également le faire en multiply si je veux multiplier les valeurs. Donc je vais quand même rester en mix. Et l'avantage, c'est que j'ai toujours un nœud factor qui me permet de passer d'un à l'autre. Donc si je me mets à 1, j'ai uniquement mon nœud B qui est affiché. Donc ce que j'ai fait en haut n'a aucune importance.
Si je me mets à 0, j'ai uniquement mon nœud d'en haut, donc ce que j'ai en bas n'a aucune importance. Et le but, c'est d'obtenir vraiment le compromis, ce qui marche un petit peu dans les deux cas de figure. Donc, on va dire par exemple ceci, où là, j'ai des petites variations de couleurs qui sont assez intéressantes appliquées sur mon bois. Alors, je pourrais changer, bien évidemment, l'échelle. Hein. En temps réel, vous voyez que ça a quand même de l'impact. Et je pourrais même, pour pousser le procédural jusqu'au bout, rajouter par exemple un colorAmp juste au-dessus et venir remodifier les valeurs si je veux quelque chose d'un petit peu plus brut. Si je veux quelque chose qui ressemble à ça, par exemple, je peux avoir quelque chose de très brut sur mon bois. Alors là, on sort totalement de ce qu'on veut faire visuellement, mais c'est pour vous montrer un petit peu le potentiel qu'on peut avoir avec le procédural, avec ces modifications-là. Donc je pourrais très bien faire un truc qui ressemble à ça si je veux vraiment faire un bois qui est un petit peu taché. Enlever par exemple la distorsion, changer l'échelle, et je pourrais, vous voyez, avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà. C'est une information, ça peut être intéressant pour d'autres types de shaders. Donc nous, ça ne va pas nous intéresser, mais sachez que ça existe. Donc voilà, là j'ai des petites variations qui sont assez intéressantes. Alors vous n'êtes pas obligé de rajouter de la distorsion. Moi je trouvais ça intéressant pour vous montrer un petit peu les différents types de modifications qu'on peut obtenir dessus. Je vais un petit peu la baisser, je vais la mettre à 0,5 par exemple. Et là je pense que du coup, on est pas mal. On a quelques variations à la surface qui sont assez subtiles. Mais vous voyez, de loin, ça permet vraiment de rajouter des variations. Ça c'est quelque chose qu'on essaie souvent de faire parce que dans la vraie vie, pareil, du bois, il va pas être parfaitement homogène sur sa couleur. Alors ok, il y a les stries qui vont les colorer, mais en plus, il y a toujours une petite surcouche aléatoire qui est assez intéressante sur ça. Et là, je l'ai mis également en mode object, mais je pourrais mettre, donc ça c'est une autre technique, un autre type de projection si je veux avoir de l'aléatoire qui soit non répété sur les planches. Parce que là, par exemple, si je prends cette planche-là, que je la mets ici, hop là, si je fais plusieurs répétitions, vous voyez que mon pattern ici est le même. Alors que si j'enlève, hop là, mon mode object, je pourrais très bien le faire par rapport à un objet différent. Donc je vais dupliquer ça, je vais mettre un object, je vais sélectionner voilà, le cube par exemple. Et là, vous voyez que je vais avoir aucune répétition sur mes patterns. Donc si je répète 50 fois une planche, mais j'aurai à chaque fois des variations très différentes dans mon noise. Donc ça peut être intéressant. On le verra plus en détail dans une autre vidéo. Là, je vais vous les montrer très rapidement. Mais sachez que ça existe pour éviter les répétitions entre plusieurs objets. Et donc là, on commence déjà à avoir quelque chose de pas mal. Il y a deux choses encore que j'ai envie de modifier. La roughness. La roughness, c'est ultra important parce que là, quand je suis sur le bord, vous voyez que j'ai des petites réflexions différentes sur ma surface de l'objet que je n'ai pas forcément ici. Là, j'ai vraiment une réflexion étalée, propre, linéaire sur l'intégralité de mon objet. Alors, je pourrais baisser ma roughness à la main pour obtenir, vous voyez, une sorte de bois verni, laqué, mais ça m'intéresse pas trop. Ou inversement, je pourrais vraiment obtenir quelque chose d'ultra brut. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir des variations sur ça. Alors, comme tout à l'heure, on va utiliser un noise texture. Alors, toute cette partie-là, je vais la lever un tout petit peu, je vais la mettre ici, et je vais rajouter un noise texture. Ce noise texture, pareil, je vais le relier en mon object. Alors, petite astuce, hein, on peut le dupliquer si vous voulez éviter que des branches se croisent. Je suis un petit peu psychorigide, j'aime pas trop quand les trucs se croisent, donc je duplique mon node, je peux récupérer mon object, et ça va faire exactement la même chose. Ok. Et si je l'affiche, voilà ce que j'ai. J'ai quelque chose qui ressemble à ceci. Alors ça peut peut-être être suffisant. Donc si je prends ça et que je le mets sur ma roughness et que j'affiche ceci, voilà ce qui se passe. Par défaut, on a des variations qui sont, je trouve, beaucoup trop importantes. C'est-à-dire que là, on a des variations de reflets qui sont trop marquées. Ça me va pas trop. Ça me va pas trop, pourquoi? Parce que ça fait pas forcément réaliste. Ça pourrait marcher sur un banc un petit peu usé, qui a subi des années, qui est un petit peu il y a des variations, des choses qui l'ont taché, qui l'ont mouillé, etc. Là, c'est pas ce que je veux obtenir aujourd'hui. Mais une fois de plus, libre à vous de faire ce que vous voulez. Vous avez plein de possibilités grâce à ça. Donc je vais rajouter un color ramp qui par défaut ne change rien. Et là, je veux que ma roughness tende vers une valeur un petit peu approximative de 0,5. Donc je vais mettre du 0,5 sur mes deux poignets. Alors sur la value qui est juste ici, pardon. Tac. Je vais mettre 0,5, je vais faire un copier-coller. Et là, c'est comme si j'avais du 0,5 linéaire sur l'intégralité de mon objet. Mais je vais lui dire, par endroit, effectivement, tu as un petit peu moins de roughness pour avoir un petit peu plus de reflets, donc je vais baisser ceci. Et vous voyez que là, j'ai bien quelque chose avec des petits reflets qui fonctionnent assez bien. C'est subtil, c'est léger, mais ça marche bien. Et je peux, comme d'habitude, changer mon scale. Donc là, vous voyez, pareil, souvent les gens qui commencent au procédural, ils ont tendance à faire des scales trop petits avec trop de détails. Là, vous voyez, c'est pas forcément réaliste. Donc, n'hésitez pas à étaler un petit peu ça. Pour ajouter un petit peu de détails, un petit peu de roughness, pourquoi pas.
mais on va pas abuser. Et là, si vous voulez vraiment voir l'impact que ça pourrait avoir, regardez, si je bouge un petit peu la poignée, là vous voyez que j'ai des jolis reflets qui vont vraiment impacter ma surface. Alors je peux changer les poignées comme je souhaite, soit pour étaler, soit au contraire pour avoir des changements un petit peu bruts. Moi je vais changer, avoir par exemple quelque chose qui ressemble à ça. Et là pareil, hein, vous pouvez soit passer sur du blanc à 100%, auquel cas vous allez vraiment avoir des reflets qui vont se distinguer, soit mélanger un petit peu les valeurs comme on est en train de faire ici. Voilà, et là je pense qu'on a quelque chose qui est assez satisfaisant. Petit CTRL S. Et une fois que j'ai ça, il manque un dernier détail qu'on a à gauche mais pas à droite, c'est les fameux normales pour ajouter des petites variations du micro-relief, du micro-détail à la surface de mon objet. Donc là, comme tout à l'heure, on va pas s'embêter à récupérer des textures déjà utilisées. Pourquoi? Sinon je serais vraiment dépendant. On pourrait se dire, ok, exemple, vous allez voir qu'il ne va pas fonctionner. On pourrait se dire, je prends ça, ce noise-là, je fais un bump. Voilà. Alors pourquoi je prends lui? Parce que c'est lui qui est tiré. Hein. Je le mets juste ici, je mets ma normale. Alors par défaut, vous allez voir que c'est beaucoup trop fort, comme à chaque fois dans Blender quand on convertit du bump noir et blanc en normal. Donc si je mets par exemple du 0,15, voilà, ça pourrait fonctionner, mais moi j'ai envie d'avoir une dépendance vraiment précise entre mon détail de ma texture que j'ai ici et mon détail de ma normale que je vais avoir là. Donc je ne vais pas faire ce lien là, je vais recréer une nouvelle texture. Je vais dupliquer celle-ci avec Shift D. Je vais le mettre sur mon object, voilà, comme ceci. Je vais relier sur ma hauteur. Et là, par défaut, j'ai aucun changement. J'ai exactement la même chose. Mais, ah, pardon. Il faut que je prenne aussi le mapping, bien évidemment, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, je vais prendre ce vecteur-là et je vais le mettre ici. Donc, exemple de choses qui se croisent qui ne me plaisent pas trop. Donc, on peut toujours essayer, vous voyez, de faire quelque chose qui ressemble à ça pour éviter que ça se croise, mais là, c'est toujours le compromis à trouver. Soit j'essaie d'avoir quelque chose assez concentré, mais il y a des choses qui se croisent. Soit j'essaie d'étaler, d'avoir quelque chose d'aéré, mais du coup, les informations sont un petit peu à droite à gauche. Donc ça, il y a des astuces d'organisation. Je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Donc là, j'ai exactement la même chose. Mais l'avantage d'avoir séparé mes deux noise, parce que par défaut, là, vous pouvez vous dire, bah, c'est exactement la même chose. Hein. Oui, mais l'avantage, c'est que là, je vais pouvoir individuellement changer l'échelle si je le souhaite, pour avoir plus ou moins de détails. Je vais pouvoir changer le détail si je veux quelque chose d'un petit peu plus cartoon ou non, et changer également ma roughness. Ou même rajouter, pourquoi pas regarder, un petit peu de distorsion, et ça va me créer des sortes de nœuds de bois, vous voyez, qui peuvent être assez intéressants. Là, j'ai des petites variations, vous voyez, notamment ici, là, j'ai des variations qui sont vraiment cool, vraiment intéressantes. J'ai peut-être un petit peu trop de détails. Donc celui-là, on va le mettre à 10. Un petit peu trop de roughness aussi. Voilà, on va le mettre à 0,7. Et le gros avantage, c'est que là, je peux changer ces paramètres sans me dire « Ah mince, ça va impacter le reste, donc je dois faire attention. » Les deux sont totalement décorrélés. Et je peux changer également l'échelle si je le souhaite pour avoir quelque chose, vous voyez, un petit peu plus étalé comme ceci sur mon bois. Ça pourrait être intéressant. Et je peux aussi, hein, si je veux récupérer ces valeurs-là, je pourrais très bien le mettre ici et j'aurais vraiment le même bois, enfin du moins la même texture de bois à la fois en haut et en bas. Donc ça peut être assez intéressant. Je trouve que d'ailleurs, il marche mieux là. Le résultat marche mieux ici comparé à ce que j'avais là. Là, j'avais trop de répétitions. Après, c'est deux bois qui sont totalement différents. Là, ça fait plus bois, oui, avec des jolis nœuds qui apparaissent sur la surface. Donc voilà, comme ça, vous avez deux propositions et on n'est jamais figé. Vous voyez, on peut facilement récupérer une texture, la mettre ici. Donc il n'y a pas de problème. Du coup, celle-là, elle ne sert plus à rien, mais je peux la garder si jamais je change d'avis et qu'en fait, je veux récupérer ceci. Pourquoi pas? Alors d'ailleurs, regardons exactement ce que ça change. Bon, ça change pas grand-chose, c'est surtout sur la propagation des couleurs. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous préférez. Allez, moi je vais rester sur ça, comme ça on a un exemple différent de ce qu'on avait sur l'exemple juste ici. Je peux changer comme d'habitude un petit peu l'intensité de mon bump. Alors pas trop, sinon vous allez voir que automatiquement vous allez rentrer dans quelque chose qui fait beaucoup plus brut, beaucoup moins détaillé. Donc là aussi souvent on a tendance, quand on fait... Ça rend bien quand même, hein. Bon, je fais des petites apartés, des petits commentaires. On a tendance d'augmenter ça un petit peu trop fort, comme les détails. Donc on va remettre la valeur que j'avais tout à l'heure, qui était de 0,15, il me semble. Voilà, avec des petits détails, pas trop poussés, mais qui marchent bien. Donc ça, c'est suffisant. Je fais un petit CTRL S. Et je voulais également vous montrer, si jamais vous voulez changer la couleur de votre bois en temps réel, mais sans toucher à ceci, donc rajouter une sorte de surcouche, mais on peut utiliser le Mix Color, comme on l'a vu tout à l'heure.
le mix color en changeant la couleur qu'il y a juste là. Donc par exemple, si je veux... alors on va se mettre en multiply pour vraiment changer la couleur en mode multiplication sans vraiment toucher les détails qu'on a en entrée. Donc si je veux un bois un petit peu plus brun, vous voyez, je peux aller vers du orange. Alors le factor, si je mets à 100%, bien évidemment, je vais avoir un orange ultra pétant. C'est pas forcément réaliste. Après, pourquoi pas, hein, ça peut exister, je pense. Mais on a vraiment la main sur ça. Je vais pouvoir le changer pour avoir quelque chose plus ou moins clair, plus ou moins foncé, comme je le souhaite. Et ça peut vraiment vous permettre d'obtenir des bois différents, plus ou moins bruns, avec pourquoi pas une teinte dessus. Donc ça, c'est vraiment comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. Et là, je peux obtenir des trucs quand même assez intéressants uniquement avec le multiply qui est juste là. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On a vu les petits détails, donc ça c'est assez intéressant. Alors comme d'habitude, hein, je vous montre à chaque fois, parce que comme les détails, les gens souvent quand ils commencent à faire des shaders procéduraux, ils veulent mettre du displacement partout. Vous allez voir que c'est pas forcément une bonne idée. Voilà pourquoi. Ça va rajouter des détails en fait qui n'ont pas forcément lieu d'être. On va se mettre en displacement and bump. Waouh. Alors déjà, je n'ai pas suffisamment de subdivision, donc ça, premier souci. Et j'ai trop de scale, donc on va se mettre à 0,1. Voilà, donc ça peut rajouter des petits détails de planche de bois, mais comme d'habitude, vu qu'il y a quand même pas mal de détails, ben, ça va de suite rajouter un effet vieux bois qui est vraiment usé. Donc là, c'est vraiment, ça fait vieux plancher qu'on pourrait avoir dans un bateau ou autre. Pourquoi pas, hein, c'est un exemple, c'est une possibilité. Donc je vous le montre. Mais nous, on va rester sur quelque chose de plus sage qui ressemble à ceci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude, vous pouvez faire un CTRL S, on le réutilisera dans des librairies. Donc là, globalement, si je résume, hein, on a des variations sur la couleur avec différents mélanges de textures. Donc ça marche quand même assez bien, je trouve. On a des variations sur la roughness pour avoir des petites interventions, vous voyez, de variété sur la réflexion, sur ma spéculaire, sur ma roughness, pour avoir des reflets un petit peu différents sur la surface. Et j'ai un normal map avec un petit peu de distorsion pour ajouter des sortes de nœuds dans le bois qui, je trouve, fonctionnent assez bien dans notre exemple. Donc là, vous voyez vraiment deux exemples différents, hein. Là, on a un bois qui est quand même assez sage, assez lisse, assez classique. Là, on a un bois un petit peu plus marqué, avec une couleur plus profonde, et surtout ces fameux nœuds de bois qui fonctionnent un petit peu mieux, je trouve. Mais après, ça dépend vraiment ce que vous voulez faire. Donc il y a plusieurs exemples. Et l'avantage, c'est que si je change, par exemple, voilà, si je le mets en mode planche de bois comme ça, si j'applique mon scale, vous voyez qu'en temps réel, ça va fonctionner. Donc, si je veux faire une sorte de porte, je pourrais très bien garder même shader, faire ceci. Contrôle à scale, c'est ultra important. Et ce contrôle à scale est rendu possible grâce à quoi? Il est rendu possible grâce au texture coordinate object, parce qu'il va s'adapter à l'échelle de mon objet automatiquement. Et donc, ce qui est très cool, c'est que si je passe également en mode édition, donc ça, c'est vraiment la force du procédural. Je pourrais très bien faire une sorte d'extrusion comme ça. Tac. On va passer par exemple. On va faire un petit bevel. Alors attendez. Le subdivision surface qui m'arrange pas dans notre cas. Mais si je fais par exemple ceci, CTRL B. Et que je rajoute des petits cuts. Bon allez, vous savez quoi, on va pas s'embêter, on va pas faire de subdivision surface. Voilà, vous voyez, automatiquement, je pourrais facilement obtenir une porte en bois très simple avec mon shader, totalement procédural. Donc ça, ce shader, vous allez pouvoir l'utiliser dans vos projets pour plein de petits objets. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'il est fait, vous y touchez plus. Vous pouvez même exposer des paramètres si vous voulez pour changer la couleur ou autre sur d'autres objets. Mais globalement, la base, elle est commune, donc c'est quand même assez chouette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou sur Discord, sur lequel vous êtes de plus en plus nombreux. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitch si vous voulez suivre. Bon, j'arrive plus à parler, il faut vraiment que j'arrête les vidéos pour aujourd'hui, j'en ai fait plein. Sur Twitch si vous voulez voir un petit peu en temps réel ce qu'on fait de temps en temps sur les lives. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur Blender. Ciao ciao.